Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. Toutes les lignes de participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous avez besoin de l'assistance du téléphoniste pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous avez besoin d'un soutien sur le web, veuillez utiliser la fonction de dialogue sur votre écran. Je donne la parole à Madame Claudia Amar, responsable principale de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Claudia Amar, bonjour et bienvenue au webinaire de contenu 10, où il y a une volonté, y a-t-il des moyens? C'est difficile à croire que c'est le dernier webinaire dans la société civile. Je suis en compagnie de Robin Young à la FCSS. Nous avons également Megan Rossiter, qui nous téléphone depuis le Nouveau-Brunswick, et plusieurs membres du personnel enseignant. Nous allons nous concentrer sur la pérennisation et la diffusion. Nous allons vous proposer des outils de pérennité que vous pouvez employer dans votre contexte. Nous allons vous proposer une structure élastique, libératrice à l'aide de la méthode TRIZ, T-R-I-Z. Nous espérons que cette structure vous paraîtra amusante et que cette méthode suscitera votre participation. Et enfin, nous voulons introduire des concepts et analyses de cas. Tout d'abord, qu'est-ce que cela signifie la pérennité pour vous? Pérenniser, ça veut dire continuer sur votre élan. Ça veut dire faire en sorte que votre initiative survit au projet collaboratif, dépasse la durée du projet collaboratif. Vous savez que le projet collaboratif prend fin, vous le savez très bien, et la pérennité peut donner lieu à des questions, par exemple, combien longtemps va-t-on continuer à recruter des patients dans vos programmes de type Inspired? Comment allez-vous gérer le nombre croissant de patients que vous desservez? Est-ce que vous allez vous concentrer sur la mise à l'échelle, la formation des fournisseurs de soins, ou est-ce que vous allez créer des ressources pour faciliter la diffusion? Il ne s'agit pas de questions théoriques, ce sont des questions qu'on nous pose, que les équipes nous posent haut et clair pendant les webinaires de rapport, d'étapes, parce que c'est là où vous en êtes passé dans votre progression, dans votre odyssée d'amélioration. Je vais donner la parole à présent à Robin Young, qui va vous parler des défis reliés à la pérennité ainsi que des outils qui pourraient vous aider. Robin Young. Il est nécessaire de pérenniser les projets d'amélioration au Canada. Comme Monique Bégin, ex-ministre de la Santé, le déclarait, le Canada est un pays de projets pilotes perpétuels. Plutôt que de maintenir les gains, de les diffuser dans les systèmes de santé, bien souvent, nous perdons du temps à réinventer la roue. Le rapport de David Dillard en 2015 et du groupe de travail sur l'innovation en matière de soins de santé note que les changements positifs dans les systèmes de santé canadiens pourraient être accélérés par des mécanismes qui remettent en question notre propension à réinventer la roue de soins de santé, ville après ville, région après région. Le Canada manque trop de temps et d'argent pour se combler dans cet esprit de clocher dans les soins de santé. Un sentiment semblable a été exprimé par le Conseil de santé du Canada en 2013. Pourquoi réinventer la roue si une autre province a déjà éprouvé des difficultés similaires auxquelles elle a trouvé une solution innovante? Il s'agissait d'un avantage signalé dans une lettre à la rédaction du Guardian par le Dr. Richard Wedge, chef de la direction de santé et lieux précédents, quant à la participation du lieu précédent à la collaboration de l'Atlantique de la FCSS, notre première collaboration interprovinciale. Ce projet collaboratif portait sur la diffusion et la mise en commun des acquis par les participants au fur et à mesure qu'ils progressaient dans l'amélioration de la qualité. Selon le Dr. Wedge, trop souvent, nous développons l'excellence isolément. Alors pourquoi avons-nous besoin de pérennité au Canada? Comme un mémoire adressé à la commission Naylor le déclarait, avec 14 systèmes de prestations de soins de santé du gouvernement fédéral et de chacune des provinces du territoire, il existe des obstacles systémiques qui s'opposent à la diffusion et à la mise à l'échelle d'innovation en matière de soins de santé au Canada. Au sein de ces 14 systèmes, il y a des centres d'excellence, des points où l'innovation s'épanouit. Selon le rapport Naylor, l'impact de ces projets est toutefois limité puisque les structures et les encouragements dans les systèmes de soins de santé au Canada ne sont pas optimaux pour susciter l'adoption généralisée des changements positifs. De quoi avons-nous besoin pour répandre l'innovation en matière de santé au Canada? Selon le rapport Naylor, il faut au Canada adopter une culture solide et vigoureuse de collaboration entre instances,
Une telle culture pourrait nous permettre de favoriser l'innovation d'une région du pays à l'autre en maximisant les gains d'efficacité pour améliorer la santé des Canadiens tout en atténuant la croissance des dépenses. Et voilà exactement le but du projet Collaborative Inspired. Les 19 équipes ont pris quelque chose qui a fonctionné dans une partie du pays et l'ont adapté au contexte local. Il y a fallu du temps, des efforts concertés et plus de 214 professionnels pour y parvenir. Le danger, quand on constate ce qui fonctionne ou que l'on tâche de recenser des meilleures pratiques, le danger consiste à essayer de les copier sans d'abord saisir les principes et le contexte dans le cadre desquels ce qui fonctionne a fonctionné ou fonctionnera dans votre cas. Et la réussite de ce projet collaboratif a été fondée sur la capacité qu'ont eu les équipes d'adapter plutôt que d'adopter les interventions Inspired. Nous l'avons vu de nombreuses fois pendant ce projet collaboratif. Par exemple, chaque équipe a choisi de mettre en œuvre un soutien à l'autogestion, mais chacune à sa façon. Dans la plupart des équipes, il y avait une infirmière ou un inhalothérapeute. Dans d'autres équipes, il y avait un travailleur social, même un physiothérapeute pour fournir ce service. Un autre exemple de l'adaptation des interventions au contexte, les manières de prestation du soutien psychosocial et des interventions de planification préalable des soins. Une minorité d'équipes ont utilisé un fournisseur de soins spirituels pour jouer ce rôle. La majorité l'ont confié à un travailleur social, une infirmière ou un inhalothérapeute. Le projet Inspired était un aiguillon à la créativité et non pas un plan rigide de changement. J'ai donné quelques exemples, il y en aurait beaucoup plus que nous attendons avec intérêt de connaître au cours des quelques mois à venir, au fur et à mesure que nous développons notre évaluation en profondeur. Le contexte importe. Il y a de nombreux éléments qui rendent la pérennité possible. Nous en avons énuméré une liste complète sur un diapositive, mais j'en évoquerai quelques-uns en particulier. Il faut des responsabilités claires cela s'appelle la gouvernance, des responsabilités claires relativement à l'initiative. Il ne s'agit pas seulement de définir qui est le responsable de la mesure, le responsable de l'équipe. Il s'agit de clarifier les rôles et les responsabilités. Pour cela, il faut de la communication. Le véritable leadership est participatif. Une seule personne ne peut pas maintenir un travail d'amélioration. Il faut une équipe pour conserver les acquis, une équipe dotée de compétences et d'expertise complémentaires. La communication. La valeur de la communication ne peut être surestimée. Travailler en équipe, cela signifie souvent que vous avez des calendriers différents, des horaires différents, vous travaillez dans des immeubles différents et vous vous occupez d'amélioration séparément, ou du moins de façon secondaire. Les améliorations ne se maintiennent pas toutes seules. Il faut évoquer les progrès de l'initiative et les prochaines étapes régulièrement. Il faut assurer le suivi des résultats et savoir à qui les communiquer. Beaucoup d'équipes, y compris les UCPQ, ont exprimé l'importance des rencontres régulières d'équipes comme mécanisme de pérennité. Alors, sur quoi concentrez-vous vos efforts de pérennité et de diffusion? Est-ce qu'ils se situent au niveau de l'unité comme l'UHN, le RHU et Bruyère, Soins continus Bruyère, qui concentrent leurs efforts sur les actions individuelles et les actions d'équipe? Comme nous l'avons appris, cela peut être difficile dans un grand centre hospitalier universitaire ou un établissement de soins continus. Ou est-ce que vos efforts se concentrent au niveau de l'organisation, dans le cadre d'actions visant à soutenir des individus et l'équipe? Par exemple, Nova Scotia Health Authority South Shore développe son programme à l'hôpital général Queens à l'automne et puis à l'hôpital Memorial Fisherman's à l'automne 2016. Ou bien, est-ce que vos efforts de pérennité visent une région, un territoire dans le cadre d'actions visant à aider les sites à pérenniser les résultats? Un exemple, dans nos équipes Central Health, qui a commencé par aiguiller des patients au centre ambulatoire de soins respiratoires et qui va maintenant visiter les patients chez eux. Ou bien, est-ce que vos efforts se concentrent sur le système ou la province, portant sur le soutien général du système, comme Greybrooke Health Services, qui utilise l'approche de triple but de l'Institute for Healthcare Improvement? Et nous allons revenir tout à l'heure. Ou bien le Centre de santé, sciences des santé de London, qui incorpore leur travail de type Inspired dans le cadre d'un projet plus vaste portant sur la MPOC et l'insuffisance cardiaque, soutenu par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée, intitulé le projet C3, Collaboration pour la connexion des soins, et qui comporte la mise en œuvre d'un modèle de soins coordonnés pour les utilisateurs fréquents du système afin de mieux gérer les besoins en matière de santé de la population
tout au long du continuum. Il existe des obstacles connus à la pérennité et à la mise à l'échelle repérés par le rapport Nedre après consultation des parties prenantes et des citoyens. La fragmentation du système, l'absence d'intégration est citée encore et encore comme le principal obstacle à l'innovation. Beaucoup d'intervenants considèrent que le système est entravé par un manque d'intégration qui fait obstacle à la généralisation des innovations, à leur transfert entre organisations et entre instances. La capacité insuffisante en matière de données sur la santé et de gestion de l'information. Des systèmes de santé performants peuvent transformer d'importants volumes de données et les transformer en informations utiles pour les payeurs, les fournisseurs, les patients et les partenaires de l'industrie. Le Canada reste à la traîne. Ce n'est pas étonnant que les systèmes de prestation de soins de santé hésitent à prendre des risques, car les erreurs peuvent avoir des conséquences fatales. Toutefois, certaines parties prenantes soutiennent que le principe de précaution prévalant dans les soins cliniques s'est généralisé au niveau de l'organisation et du financement du système, contribuant à la stagnation et entravant la diffusion des innovations. Jusqu'à ce qu'un changement de culture soit annoncé, les dirigeants du système hésitent peut-être à remettre en question ceux qui ont des intérêts acquis dans le statu quo, ou simplement donc le syndrome de suspicion à l'égard de toute innovation. Ensuite, un manque d'attention accordée à la compréhension et à l'optimisation de l'innovation. Les parties prenantes ont déclaré au comité Nedre que les leaders des systèmes de santé prennent trop de décisions à court terme et politisées, et observé une absence d'ambition, de vision globale pour les systèmes de soins de santé au Canada et ont exigé une plus grande clarté des objectifs, un suivi plus énergique au niveau des priorités en matière d'innovation, des changements d'architecture du système et des règles d'engagement pour la participation des innovateurs, aussi bien au sein du secteur public que du secteur privé. Maintenant que nous avons évoqué les obstacles à la pérennité et à la diffusion, nous voulons vous proposer quelques outils qui pourraient vous aider à démêler la planification de la pérennité et à prendre des mesures coordonnées. La trousse Diffuser des pratiques efficaces de Kaiser Permanente s'organise en 3 parties. Comporte 9 étapes. Ces outils se concentrent sur les 3 phases de la diffusion. D'abord, l'identification des pratiques efficaces. Ensuite, l'évaluation de la mesure dans laquelle une pratique est mûre pour être diffusée d'un site à l'autre. Et enfin, le transfert d'une pratique d'un site à l'autre. Le guide modèle et guide de pérennité du NHS est un outil de diagnostic qui vous aidera à repérer les forces et les faiblesses dans votre plan de mise en œuvre et prédire la probabilité de pérennité pour votre initiative d'amélioration. Le guide de pérennité prodigue des conseils pratiques sur la manière d'accroître la probabilité de pérennité pour une initiative d'amélioration. Elle est conçue pour être utilisée au début d'une initiative et pour la planification au cours d'une initiative. Il n'est pas conçu pour évaluer si un département qui a engagé de multiples initiatives a des chances de pérenniser le changement en général. Et il vaut mieux d'ailleurs que cet outil soit utilisé par tous les membres de l'équipe. L'outil Prévoir la mise à l'échelle de l'IHI vise à soutenir ceux qui prévoient transférer des pratiques efficaces de soins de santé d'un site ou d'un environnement isolé à un autre et de les généraliser dans un système de santé, une région, une province, une nation. Il s'agit d'un outil de préparation qui vise à orienter les conversations et les réflexions avant le lancement d'un effort d'amélioration à grande échelle. Il tient compte des motivations, des bases, des buts, des interventions des systèmes sociaux et des méthodes de diffusion du changement que les coordonnateurs de ces initiatives doivent comprendre. Ce document ne vise pas à décrire le processus rigoureux d'exécution d'une initiative d'amélioration à grande échelle. Ces ressources représentent quelques exemples seulement de celles qui sont disponibles. Nous avons également dressé une liste complète de ressources à laquelle vous pouvez accéder sur la plateforme d'apprentissage en ligne. Claudia Amar, merci beaucoup Robin Young. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise ces 3 ressources ou d'autres ressources reliées à la planification de la pérennité et de la diffusion? Sinon, nous vous encourageons à jeter un coup d'œil à la liste qui se trouve sur la plateforme et de nous dire si vous prévoyez les utiliser parce que nous serions intéressés à vous soutenir dans ce processus. Bon, vu qu'il n'y a pas de questions, nous allons poursuivre. La phase suivante de l'appel appelle votre participation. Nous avons 21 invités, nous espérons vous entendre tous. Donc, j'ai parlé de la méthode TRIZ au début de cet appel. Qu'est-ce que c'est TRIZ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent la méthode TRIZ? Il s'agit de concevoir un système parfaitement défavorable
et d'obtenir les pires résultats possibles en contrepartie de vos efforts. Oui, vous avez bien entendu, vous avez bien lu. Envisager une structure libératrice qui nous permet de penser d'une façon différente qu'à l'accoutumée. C'est ainsi comment elle fonctionne. Une approche en 4 étapes. D'abord, formuler la question. Bon, cela se fait généralement en personne, mais vu que nous procédons virtuellement, nous demandons votre participation à la question. Comment garantir que votre initiative Inspired ne soit pas pérenne? Deuxièmement, énumériez ce que vous feriez pour atteindre ce résultat. Donc, d'assurer qu'Inspired ne soit pas pérenne. Ensuite, demandez-vous en réalité lesquelles de ces choses vous faites dans la réalité. Et puis enfin, regroupez vos réponses par thème, puis choisissez-en un et énumérez les moyens de le résoudre. Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, l'étape 1, comment garantir qu'Inspired ne soit pas pérenne? Dressons la liste de ce que nous ferions pour qu'Inspired ne soit pas pérenne. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites dans votre contexte qui ne contribuent pas à la pérennisation? Vous ne reconnaîtrez peut-être pas que vous faites cela, mais vous avez peut-être assisté ou constaté certains de ces éléments. Nous allons nous arrêter parce que nous voulons connaître vos idées sur les réponses possibles. Bon, je ne vois pas d'intervention. Bon, vu que c'est une activité à laquelle vous ne vous adonnez pas normalement, on essaye de penser différemment. Donc, voici la liste que nous avions dressée. Donc, une chose qu'on pourrait faire serait de n'écouter ni les patients, ni leurs familles, ni les prestataires. Typiquement, nous disons que nous voulons écouter toutes ces parties prenantes, mais parfois, on se dit, bon, on n'en a pas les moyens, on n'a pas le temps. Ensuite, ne pas recueillir de données et virer quiconque le fait. Nous voyons donc, alors, ne pas évaluer, ne pas surveiller, ne pas intégrer la mesure dans l'itinéraire de soins. Une autre mesure consisterait à tuer les idées dans l'œuf et virer, encore là, les troubles faits qui ont toujours des idées. Un autre élément, éviter d'obtenir l'adhésion de la haute direction. Veillez à ne pas communiquer les progrès avec toute partie prenante importante. Enfermer les gens dans des salles de réunion jusqu'à ce qu'ils pondent la réponse, le plan, la stratégie. Et bien entendu, il faut surtout éviter toute collaboration avec des partenaires. Alors, passons à l'étape 3. Est-ce qu'il y a des choses sur cette liste que nous faisons actuellement, même vaguement? Y a-t-il un élément de vérité dans tout cela? Est-ce qu'il y a des ressemblances? Nous voyons des ressemblances. Julian a parlé de mesures, Kelly O'Halloran aussi. Carole parle de ne pas avoir le soutien de la direction, ne pas recueillir des données, mauvaise communication, ne pas intégrer dans les processus actuels. Alors, ce ne sont pas des choses rares, ce sont des choses que vous faites peut-être déjà de façon accidentelle. Alors, à l'étape suivante, nous vous encourageons à procéder à cet exercice au sein de votre organisation avec vos équipes pour voir s'il y a quelque chose que vous pouvez exploiter comme possibilité de pérennisation. Alors, donc, passons à la diapositive suivante. Normalement, on séparerait ces éléments en thèmes et on les aborderait dans chacun dans son contexte. Alors, voilà notre suggestion. Alors, donc, nous allons poursuivre cet exercice ici. Est-ce qu'il y a un élément de vérité? D'après ce que nous avons entendu dans le webinaire de rapport d'étape, il y a peut-être des lacunes que vous pourrez encore combler. Nous avons entendu donc une ou deux remarques de votre part dans la boîte de dialogue, l'importance de la collecte de données, l'importance de l'adhésion de la haute direction, la communication des progrès avec les partenaires clés. Donc, si vous prenez la collecte de données, par exemple, il ne s'agit pas uniquement de recueillir des données, comme nous savons, mais d'établir des cibles, d'établir des étapes. Alors, prenez l'IUCPQ, par exemple. Eux voulaient passer de 14 à 30 patients. Il y avait de nombreux éléments à prendre en compte pour parvenir à cet objectif. Au niveau des ressources humaines, du temps, de l'argent, un exemple semblable du CISSS Bas-Saint-Laurent. Et il semble que chaque équipe évoque l'importance d'obtenir l'adhésion de la haute direction et les manières de l'obtenir.
au niveau des webinaires de rapport d'étape. Et la communication, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est essentielle comme clé de la réussite et de la pérennité. Les équipes comme Santé et du Prince-Édouard communiquent donc les progrès sous forme d'argumentaire, de synopsis, et d'autres équipes communiquent l'impact de leur programme et leur impact sur les patients grâce à des anecdotes frappantes. Alors donc il y a de nombreuses façons de procéder. Il faut que ce soit quelque chose qui fonctionne comme vous, pour vous, dans votre contexte. Ces éléments sont renforcés par l'IHI. Vu qu'ils ont énormément d'expérience dans le soutien des organisations, dans la création des changements susceptibles d'être pérennisés, ils ont dressé la liste des 7 péchés diffusaux. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Alors par exemple, vérifier d'énormes montagnes de données une seule fois par trimestre. Alors qu'ils recommandent plutôt de vérifier de petits échantillons fréquemment pour contribuer à adapter la pratique. C'est ce que nous disons depuis le début de l'année. Un autre exemple, s'attendre à d'énormes améliorations puis les diffuser immédiatement. Il faut plutôt créer un processus fiable avant d'amorcer la diffusion. Un autre péché, ne pas s'embêter avec des essais. Il suffit de faire un grand projet pilote. Non, en fait, le processus d'amélioration devrait commencer par de petits essais locaux et plusieurs cycles PEEA. Donc, nous vous encourageons à lire la liste des péchés, mais pour vous donner encore un exemple, c'est un péché que de donner à une personne la responsabilité de tout faire, ce qu'on appelle le modèle des héros locaux. Il faut plutôt faire de la diffusion un travail d'équipe. Et on en revient à ce que nous disions tout à l'heure au niveau du partage de la responsabilité et du leadership. Il s'agit de tirer parti du leadership et de l'expertise les uns des autres et s'assurer que si une personne s'en va, le projet tout entier ne s'effondre pas. Alors, vous rappellerez cette diapositive suivante de nos tables rondes régionales. Nous avons introduit des concepts relatifs à la pérennisation, à la diffusion et à la mise à l'échelle. On commence donc avec une théorie, une idée. Pour nous, c'est Inspired. Alors, il y en a peut-être de nombreux projets de ce genre, mais on commence à petite échelle. Tout en envisageant des stratégies, par exemple, de recrutement de patients, vous envisagez des manières de réaliser des visites à domicile. Donc, à un moment donné, il faut vous demander si ce que vous faites permet de parvenir au résultat prévu. Si ça marche, vous allez essayer avec un plus grand nombre de patients, dans un plus grand nombre de milieux, et vous allez parvenir à la mise en œuvre. Et vous commencez donc à définir l'échelle. Peut-être pas pour tous les patients atteints de MPOC, mais vous pourriez, par exemple, cibler ceux qui ont une MPOC modérée à sévère. Donc, vous commencez par 5, vous testez sur 25, et c'est là comment vous passez donc de l'essai, de la mise en œuvre, à la mise à l'échelle. Si vous regardez cette diapositive de plus près, vous vous reconnaîtrez peut-être à l'une ou plusieurs des étapes. Vous avez vraisemblablement évolué depuis les tables rondes régionales. Donc, ce que nous voulions souligner, c'est l'importance de continuer à réaliser de petits essais du changement au fur et à mesure que vous procédez à une mise à l'échelle et à une diffusion. Alors, nous avons prévu une période de questions. Je ne vois pas de questions, mais nous aimerions beaucoup connaître vos idées. Si ces concepts vous interpellent ou que vous voulez faire part de vos propres expériences. Sinon, nous allons passer à présent à l'introduction de certains concepts reliés à l'analyse de rentabilisation. Dans les webinaires de rapport de progrès, au fur et à mesure que vous poursuivez vos efforts, il pourrait s'agir de ressources très utiles au fur et à mesure que vos efforts de pérennisation. Donc, vous n'utilisez pas le terme d'analyse de rentabilisation, mais vous avez peut-être utilisé des termes comme rendement du capital investi, optimisation des ressources, proposition de valeur. Vous êtes peut-être tout simplement posé la question, qu'est-ce qui compte pour moi et mes patients? Donc, on parle, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on quand on parle d'une analyse de rentabilisation? Selon NHS Ecos, une analyse de rentabilisation, ça donne un aperçu général de la raison pour laquelle un projet d'amélioration en vaut la peine. Elle précise pour quelles raisons un projet est amorcé et soutient le processus décisionnel. Et cet aspect est particulièrement important si le projet exigera l'apport d'importantes ressources financières et humaines. Alors, il s'agit d'une justification d'une demande de ressources pour soutenir une initiative d'amélioration. Vous remarquerez que le mot projet est souvent utilisé dans ce genre de définition. On a tendance à parler de projet dans les soins de santé. Projet, on parle de projet. Un projet a généralement une date de début, une date de fin, mais nous devons nous éloigner de cette notion, commencer par un projet pilote et devenir une prestation de service
pleinement intégrée au sein d'une organisation et d'une région. Alors maintenant que vous voyez ce que c'est qu'une analyse de rentabilisation, comment en créer une? Alors visualisez votre récit et formez-le d'abord en vous fondant sur votre initiative. Et votre récit devient votre justification pour la mise en œuvre de votre initiative. Admettons, imaginez que vous avez été chargé de l'élaboration d'une analyse de rentabilisation pour une nouvelle initiative de votre organisation, ou soyons plus réalistes, pour le projet Inspired que vous avez entamé, que vous voulez pérenniser. Ensuite, créez votre récit. Comme tout bon récit, on commence par un point de départ qui expose le problème que vous voulez changer. Alors, vous identifiez les personnages, les parties prenantes, les équipes, les patients, tous ceux qui sont des personnages dans le récit. Une fois que les personnages sont en place, élaborez le scénario. Donc, les problèmes que vous voulez résoudre ou les objectifs que vous voulez atteindre grâce à cette initiative. Il s'agit là d'élaborer le plan d'amélioration, les jalons, les résultats prévus. C'est là où il s'agit d'identifier les résultats, justement, et les mesures qui intéressent le lecteur. Et puis ensuite, formulez votre conclusion. Ce sont les résultats sur lesquels vous voulez attirer l'attention du lecteur, les mesures que vous voulez prendre. Nous en avions parlé tout à l'heure. L'analyse triple objectif a été créée par l'IHI. Elle décrit une approche d'optimisation du rendement des systèmes de santé. L'IHI croit que les nouvelles structures doivent être créées pour parvenir simultanément à 3 objectifs. Améliorer l'expérience des soins des patients, y compris la qualité et la satisfaction, améliorer la santé des populations et réduire le coût par habitant des soins de santé. Pour développer votre analyse de rentabilisation dans ce cadre, lorsque vous vous exprimez, lorsque vous présenterez votre récit, vous devrez répondre à ces questions. Comment votre initiative améliorera-t-elle la santé de cette population? Vous devez également vous demander quels sont les coûts et les économies prévues de cette initiative. Et enfin, comment votre initiative améliorera-t-elle l'expérience relative aux soins de santé? Donc, une analyse de rentabilisation qui est réussie démontre que l'initiative proposée présente un intérêt selon le mandat et les priorités de l'organisation, est bien conçue. Il peut s'agir d'un rapport écrit ou encore d'une discussion, d'une présentation. Vous devez développer votre analyse de rentabilisation de manière qui rejoindra votre public clé. Il faut également que cette analyse soit réalisable, qu'il y ait des objectifs clairement énoncés qui sont apportés. Il faut qu'elle apporte une plus-value du point de vue du bailleur de fonds. Donc, la partie prenante clé, ça peut être quelqu'un à qui vous demandez un financement ou un soutien, s'il s'agit de libérer du personnel ou de donner son aval à l'initiative à l'échelle du site. Et il faut que l'analyse soit convenablement gérée pour livrer ce qu'elle annonce, et pour cela, il faut que vous ayez une équipe dédiée à l'initiative. Alors, voici à quoi ressemble une analyse de rentabilisation convaincante. C'est un peu théorique, mais nous voulions présenter des concepts reliés au développement des analyses de rentabilisation. Nous serons disposés donc à vous soutenir et nous allons vous revenir avec ce thème en début d'année. Il faut inclure un survol de l'organisation, donc une description de la structure, de l'équipe qui va gérer l'initiative, décrire l'état actuel des choses et les raisons impérieuses d'aller de l'avant. Et les mesures qui seront prises pour pérenniser le programme. Alors, décrire l'initiative, le problème que vous voulez régler, ce que vous voulez réaliser avec l'initiative. Alors, donc, la décrire d'une manière que votre public puisse comprendre. Décrire l'état actuel de la situation et à quoi ressemblera un état futur. Alors, donc, également tenir compte des initiatives que vous avez prises en compte avant que vous n'ayez décidé que cette initiative valait la peine. Ensuite, une fois que le financement prend fin, comment allez-vous pérenniser cela? C'est important de planifier la diffusion, mais il faut donc identifier les ressources qui permettent de maintenir, qui sont nécessaires pour maintenir l'amélioration une fois la mise en œuvre et l'évaluation initiale. Et vous avez, c'est une position un peu difficile, la responsabilité de démontrer les travaux que vous avez reçus depuis 1 an et les résultats que vous avez obtenus. Au niveau de l'information financière, comment cette amélioration peut-elle être financée? Donner une explication de ce que l'initiative coûtera ou a coûté jusqu'ici,
au meilleur de votre connaissance et décrivez quels seront ces avantages. Décrivez le temps, l'effort qui seront nécessaires pour que les bailleurs de fonds puissent faire un choix éclairé sur la répartition des ressources. Alors, donc, quelle est la proportion de votre temps en tant que responsable de l'équipe? Cette initiative prendra-t-elle en jours, en semaines? Qui d'autre participera à cette initiative? Combien de temps chaque personne, chaque groupe passera-t-il à l'amélioration, consacrera-t-il à l'amélioration? Et quelle proportion de ce temps sera du temps nouveau qui aurait autrement été consacré à d'autres priorités? Si ce sont des éléments que vous avez déjà envisagés, nous voudrions le savoir. Êtes-vous en mesure d'énoncer cela pour votre propre initiative? Sinon, vous devriez décrire les mesures d'amélioration et l'évaluation. Il s'agit de votre feuille de route qui identifie les buts, les manières dont vous allez recueillir et analyser les données, qui pose la question, comment saurons-nous qu'un changement est une amélioration? Comment, quand et où allez-vous recueillir les données, les résultats au niveau des processus, les mesures d'équilibrage? C'est une bonne occasion d'évaluer si les mesures que vous avez recueillies depuis un an vous disent ce que vous devez savoir. Au niveau de la gestion et de la surveillance, cette équipe doit décrire l'équipe d'amélioration clé qui va entreprendre le travail d'amélioration proposé ou continuer d'y travailler. Donc l'équipe, les parties prenantes, le comité directeur, un résumé des grandes étapes, des grandes activités pour le plan de travail d'amélioration, y compris des dates cibles d'achèvement, et la gestion du risque. Donc, il faut envisager les risques possibles associés à votre initiative d'amélioration et décrire ce que les contingences, quelles sont les contingences et comment les gérer. Alors donc, votre analyse de rentabilisation est un rapport écrit. Il faut également inclure donc une approbation de la direction, une approbation donc de haut niveau. Puisque le document doit recevoir l'approbation de la plus haute direction de votre organisation, c'est une bonne occasion donc de revenir à votre commanditaire au niveau de la direction. Donc dites-nous comment cela a fonctionné. Nous y viendrons dans un instant, mais nous attendons vos réactions. Donc, quant aux prochaines étapes, nous mettons au point un modèle qui pourrait vous aider dans l'élaboration de votre plan, de votre analyse de rentabilisation. Nous allons offrir davantage de contenu à profondeur sur ce sujet en début d'année, mais nous sommes à votre disposition pour soutenir les équipes dans ce cadre de ce processus au cours des mois à venir, ainsi que les gestionnaires des affaires de soins de santé de Boehringer Ingelheim. Certains sont disponibles aujourd'hui, sont à votre disposition pour collaborer avec vous s'ils ne le font déjà. Ils ont leur propre expertise au niveau de l'élaboration des analyses de rentabilisation. Comme nous l'avons entendu dire dans les webinaires de rapport d'étape, Santé et Libre Édouard a élaboré un modèle d'analyse de rentabilisation et a aimablement accepté de la partager sur la plateforme d'apprentissage en ligne. Nous vous invitons à y jeter un coup d'œil, à nous poser des questions éventuelles, puisque Santé et Libre Édouard a en fait vécu ce processus et acquis des aperçus bien utiles. Merci à Caroline et Marlene. Si vous êtes en ligne, vous avez des commentaires ou des rétroactions quant à ce processus, quant à ce que vous avez vécu, nous serions très heureux de l'apprendre. Et s'il y a 3 choses que vous devez envisager en élaborant votre analyse de rentabilisation, les diapositives suivantes les résument. D'abord, vous devez connaître les besoins de votre public. À qui s'adresse cette analyse de rentabilisation? S'agit-il de la haute direction de votre organisation, d'un partenaire privé, ou alors d'une autorité régionale de la santé, ou encore d'un partenaire communautaire? À titre d'exemple, l'équipe de l'hôpital d'Ottawa est très appuyée par la haute direction de son organisation et a pu obtenir les 3/4 du financement nécessaire à la pérennité du programme. Malheureusement, avec des coupes récentes dans les programme, l'hôpital n'a pas pu accepter de financer 100% du programme. Au même moment, l'équipe a rencontré le AIRLIS à quelques reprises de la région afin d'identifier les écarts. Et l'équipe a pu obtenir 1 année de financement de la part du AIRLIS, appuyé par l'hôpital d'ailleurs, dans le cadre de la proposition soumise au AIRLIS. Donc à la fois l'hôpital et le AIRLIS ont intérêt à ce que l'initiative MPOC aille de l'avant. Connaître son public vous permet de réorienter la conversation et le moyen que vous emploierez pour présenter votre analyse et votre argumentaire. Merci Wendy d'avoir partagé cet exemple d'ailleurs. Une autre chose qui est essentielle à l'élaboration d'une bonne analyse de rentabilisation est la connaissance du risque associé à un manque d'investissement, une absence d'investissement. Que se passera-t-il
avec le programme si aucun investissement n'est fait? Que se passera-t-il avec les patients qui n'auront pas la chance d'être inscrits? Vous vous rappelez peut-être que nous avons entendu une citation la semaine dernière par rapport à une patiente qui était heureuse d'avoir été malade car elle a pu être admise, car elle a été mise sur le cheminement Inspired. En Nouvelle-Écosse, nous parlions de Susan, une fumeuse de 65 ans qui a de longs antécédents de visites aux urgences associées à sa MPOC. En juin, elle a été admise à l'hôpital et inscrite au cheminement. Depuis, elle a arrêté de fumer, elle a commencé à faire de l'exercice, elle respire beaucoup mieux et sa qualité de vie s'est drôlement améliorée. Donc il faut insister sur le fait que des programmes comme ceux-ci existent pour les Suzanne et les Bob qui vivent avec la MPOC. Histoire d'expliquer clairement tous les risques potentiels associés à toute initiative, une bonne analyse de rentabilisation doit non seulement inclure les risques possibles associés à la mise en œuvre du programme, mais également le risque de l'absence d'un investissement, donc le risque économique et le risque pour les patients, ainsi que pour les prestataires et l'organisation. Il faut expliquer pourquoi les parties prenantes ne peuvent pas se permettre de ne pas investir dans de tels programmes. Une bonne analyse de rentabilisation donne aussi les motifs derrière une initiative ou une solution, ce qui se solde souvent par un rendement positif sur le capital investi. Un excellent rendement sur le capital investi n'est pas suffisant cependant. La solution proposée doit s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'organisation. Nous aimerions savoir, on fera une pause, on veut savoir, est-ce que cette approche vous interpelle? On sait que certains d'entre vous avaient entrepris ces activités dans votre contexte, alors on aimerait être mis au parfum de ces travaux, de ces activités. Avez-vous fait certaines choses qui ont déraillé, des choses qui se sont bien déroulées? Avez-vous essayé des modèles, des approches? Alors nous allons vous laisser inscrire vos réponses dans la boîte de dialogue et en attendant, on dira que même si vos rapports finaux ne sont pas en soi des analyses de rentabilisation, ils comprennent un bon nombre des éléments qui constituent une analyse de rentabilisation. Or, vous pouvez prendre votre rapport pour le transformer en analyse de rentabilisation, entre autres grâce aux résultats que vous avez accomplis depuis un an. Alors, marquons une pause pour regarder ce que vous avez à nous signaler. Tandis que nous attendons, je pense qu'il faudrait signaler ce que nous dit Graham Rocker, qu'il existe un logiciel commercial qui est très professionnel, qui peut être adapté et qui produit d'excellentes analyses de rentabilisation. Vous savez, souvent, les analyses de rentabilisation sont développées pour des entreprises plutôt commerciales ou industrielles. Or, on peut les adapter au système de santé, car il nous faut présenter un argumentaire expliquant pourquoi il est impossible de ne pas investir dans nos initiatives. Je vais attendre à présent quelques instants. Graham nous rajoute qu'une analyse de rentabilisation doit ressembler à une bonne demande de subvention, c'est-à-dire que dès le premier paragraphe, le lecteur doit être accroché. Donc, le public doit être bien ciblé. Ça permettra d'orienter la conversation. Et le médium, le moyen, dépendra aussi de la personne à qui vous vous adressez. Votre interlocuteur déterminera la forme que prendra votre analyse de rentabilisation. Comme nous le disait l'équipe de l'hôpital d'Ottawa, parfois, on ne sait pas qui sera son public. On peut faire appel, par exemple, à la haute direction pour savoir à qui adresser son message. Donc, nous sommes tout à fait disposés à vous aider au cours des semaines et des mois à venir, tandis que vous entreprendrez ces activités, que vous bâtirez votre argumentaire. On pourra vous aider à élaborer le document, élaborer un exposé, mais on pourra aussi vous aider à rencontrer les personnes à qui vous voudrez vous adresser, le cas échéant. Et Graham Rocker ajoute qu'il faut que l'ensemble du projet soit clair et logique. Donc, nous continuerons de lire vos commentaires dans la boîte de dialogue, mais entre-temps, nous allons passer... Alors, je vais quand même signaler ce que nous dit Wendy Laframboise. La proposition d'amélioration des systèmes du Airlis Champlain explique comment rencontrer
les parties prenantes selon leurs priorités stratégiques. Alors, on demandera à Wendy si elle peut partager des ressources. Si d'autres équipes ont des analyses de rentabilisation qu'elles ont développées, des ressources sur lesquelles elles sont tombées, nous allons vous demander de nous les envoyer pour que nous les affichions sur la plateforme d'apprentissage en ligne. Et comme je disais, on est prêt à vous soutenir de quelque façon que ce soit. Alors, je ne vois plus de questions ou de commentaires pour le moment. Alors, on va vous donner quand même quelques instants pour rajouter vos réflexions. Autrement, avant de conclure, on a quelques questions à vous poser au sujet du webinaire d'aujourd'hui. Alors, on va rapidement afficher ces questions. Alors, pour les énoncés suivants, vous devez dire 1 pour fortement en accord, 2 pour en désaccord, 3 pour ni en désaccord ni en accord, 4 en accord et 5 fortement en accord. Ou alors, ne s'applique pas. Alors d'abord, première question. Ce webinaire a accru ma connaissance de la pénalité et de la diffusion. Ensuite, ce webinaire a accru ma connaissance des outils relatifs à la pérennité. 3, ce webinaire a accru ma connaissance de l'établissement d'une analyse de rentabilisation. Dans l'ensemble, je suis très satisfait ou satisfaite de ce webinaire. Je pourrais appliquer ce que j'ai appris dans le cadre de ce webinaire à mon milieu de travail. Ça, c'est ce qu'on espère véritablement. C'est-à-dire que vous puissiez tirer les enseignements du webinaire d'aujourd'hui, que vous puissiez les appliquer dans votre contexte local. Si vous avez besoin de précision, vous pouvez les inscrire dans la boîte de dialogue, mais vous pouvez aussi nous les envoyer ultérieurement si vous préférez. Et nous avons une question ici. Comment aura-t-on accès à la plateforme d'apprentissage en ligne de la FCASS? Eh bien, vous aurez accès à cette plateforme jusqu'au mois de mars prochain et on va s'assurer que ces ressources vous soient communiquées afin que vous les ayez sur une base permanente. On vous donne un petit instant pour répondre au sondage et on constate que vous écrivez également dans la boîte de dialogue. Et entre-temps, je vous parlerai des prochaines étapes. On vous rappelle qu'en dépit du fait qu'il s'agit du dernier webinaire de cette année, on vous rappelle que nous offrons un soutien continuel sous forme d'encadrement. Vous pouvez nous envoyer des questions sur quelque sujet que ce soit, surtout l'élaboration d'une analyse de rentabilisation, car ce sera sans doute là-dessus que vous voudrez axer vos efforts au cours des semaines à venir. Et si vous avez besoin d'aide pour préparer un exposé, dites-le nous. Ou alors, si vous en préparez un, dites-le nous, parlez-nous-en, que l'on puisse le diffuser ou que l'on puisse vous aider à le peaufiner. Autrement, à la mi-novembre, vous recevrez un sondage où on vous parlera de votre expérience. On vous demandera quelle a été votre expérience de ce webinaire, quelles compétences vous avez acquises et d'autres éléments de ce projet collaboratif. Alors, on vous encouragera à compléter cette enquête. Et comme je le disais, en janvier et mai prochain, nous aurons des webinaires de suivi. On voudra savoir quels seront vos progrès. Alors, soyez les nôtres si vous le pouvez. Nous avons une question de Jane Burns de Providence qui nous demande si on peut avoir une rétroaction sur nos exposés analyse de rentabilisation dans l'avenir. Oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Si vous avez un exposé ou un argumentaire, une analyse de rentabilisation, une réunion à l'horizon que vous avez besoin de soutien de la part du personnel ou des enseignants, dites-le nous et on sera heureux de vous aider à l'élaborer ou alors à vous donner une rétroaction sur ce que vous aurez préparé. Barg de South Shore, en Nouvelle-Écosse, nous dit: aura-t-on accès aux rapports et aux outils élaborés par d'autres organisations? Nous aimerions prendre connaissance de ce qui a été fait ailleurs et on sera heureux de partager ce qu'on a créé nous-mêmes. Donc oui, absolument. La plateforme d'apprentissage en ligne comprend tout ce qui a été produit par les équipes et on met constamment cette plateforme à jour. Donc, depuis septembre 2014, le webinaire d'orientation, on alimente cette plateforme. Alors, s'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, dites-le moi ou dites-le à Megan et on le partagera. Évidemment, on s'assure que vous ayez tous les enregistrements, les webinaires, toutes les ressources depuis le tout début du projet collaboratif. J'aimerais prendre cette occasion de vous remercier de votre excellent travail, de votre dévouement, de votre enthousiasme extraordinaire depuis un an. Ça a été un véritable plaisir de travailler avec vous, de constater l'impact extraordinaire que vous avez sur la vie des patients. Alors, je pense que je parle au nom de tous les enseignants et du personnel et d'ailleurs des autres équipes qui auront l'occasion de s'exprimer en ligne ou même ultérieurement. Je ne vois plus de questions d'ailleurs. Alors, au nom de toute l'équipe de la FCASS, on souhaite vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire et on se réjouit de reprendre le contact dans l'avenir. La téléphoniste. Mesdames et messieurs, ceci conclut votre appel
conférence pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher. Passez une excellente journée.